C'est bon, on peut y aller. Alors, je vais vous parler des transferts intergénérationnels. Alors, cette question des transferts de richesse donc, entre les générations était récemment au centre du débat public. Alors, cette question, elle n'est pas nouvelle, puisque, voilà, vous avez donc... ça date du néolithique, puisqu'on s'est aperçu qu'avoir des parents riches et privilégiés importait même dans les néolithiques. Donc, à l'époque, il n'y avait pas l'INSEE ni les économies des inégalités pour mettre en évidence ce genre de choses. Mais enfin, bon, c'est quelque chose qui date pas d'hier. Alors... j'ai 12 minutes, donc je vais aller assez vite. Donc, si on regarde un petit, si on cherche à faire le bilan des transferts intergénérationnels, donc bon, c'est un tableau qu'on a déjà présenté de nombreuses fois, donc je vais aller rapidement là-dessus. Si on s'intéresse simplement aux transferts financiers, donc entre parents et enfants, entre parents et enfants, et si on différencie donc les transferts entre transferts publics et transferts privés, il y a deux chiffres qui, enfin, il y a un constat qui ressort, c'est que les transferts publics montent les générations, c'est-à-dire vont des jeunes vers les vieux, hein, et les transferts privés vont des vieux vers les jeunes. Alors si on essaie de quantifier un petit peu ces transferts, eh bien, si on sépare la population en deux générations, donc les moins de 60 ans et les plus de 60 ans, hein, donc les vieux d'un côté, les jeunes de l'autre, eh bien, on s'aperçoit que les flux financiers des jeunes vers les vieux, ça représente à peu près 20 points de PIB, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Et de l'autre côté, c'est pareil, hein, les transferts publics qui vont des vieux, alors je sais plus, c'est des jeunes vers les vieux, c'est à peu près 19 points. Donc ça veut dire qu'à peu près, d'un côté, vous avez donc 80% de la population, de l'autre côté, 20% de la population, et les transferts publics s'équilibrent à peu près au niveau de cette génération. Par contre, si on regarde les transferts intergénérationnels privés, et là le chemin est tout autre, hein, puisque l'essentiel des transferts financiers des transferts intergénérationnels privés vont des vieux vers les jeunes. Et ça représente à peu près 10 points de PIB. Alors, ces transferts donc, se sont accrus donc, ces dernières années, puisque dans les années 80, il y avait à peu près une succession sur deux qui faisait l'objet d'une déclaration de succession. Aujourd'hui, c'est à peu près 2/3. D'accord ? Donc, il y a eu un enrichissement de la population. À titre d'exemple, dans les années 2000, la succession moyenne était de l'ordre de 100 000 euros. En 2006, elle est de 175 000 euros. Donc, vous voyez, elle a augmenté donc, de 75%. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ça, c'est dû essentiellement à la hausse, donc à l'épargne, puisque bon, le taux d'épargne en France est très élevé, mais c'est aussi dû à la hausse des prix immobiliers. Donc, vous voyez déjà qu'apparaît aussi une certaine inégalité, puisque si vous avez de la chance d'hériter, c'est déjà une bonne chose, et en plus, si vous avez de la chance d'être propriétaire, c'est encore une bonne chose. Donc, effectivement, là, on voit déjà une première inégalité se creuser entre les héritiers et les propriétaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'allongement de l'espérance de vie donc, a eu pour conséquence qu'on hérite de plus en plus tard. Donc, c'était 42 ans dans les années 80, c'est 50 ans aujourd'hui. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est l'objet du débat d'aujourd'hui, est-ce qu'il faut accélérer la mobilité du patrimoine entre les générations ? Alors, ça c'est une question qui est intéressante. Alors, avant de l'aborder, il faut d'abord se poser 3 questions. La première, c'est est-ce utile et souhaitable pour l'économie qu'il y ait des transferts comme ça, qu'on accélère, qu'on favorise la mobilité du capital entre les générations. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, c'est est-ce que les générations donc, qui sont susceptibles de transférer du capital à leurs enfants, est-ce qu'ils sont dans la capacité de le faire ? Donc est-ce que la richesse est concentrée donc, au sein des vieilles générations ? Et la troisième question, c'est de savoir comment s'y prendre, quoi. Alors, est-ce que c'est utile ? Est-ce que la mobilité du patrimoine entre générations est utile pour l'économie ? Alors, je vous rappelle que Groucho Marx, un peu celui de la lutte des classes, disait que pourquoi devrais-je me soucier des générations futures qu'ont-elles jamais fait aujourd'hui pour moi ? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Alors, ça peut apparaître iconoclaste aujourd'hui parce que bon, c'est quand même une période où on demande de plus en plus de choses à l'individu, de préparer sa retraite individuellement, de préparer sa santé, sa dépendance éventuelle, etc. Donc on fait appel à ce qu'on appelle à des politiques d'activation de l'individu où donc on joue beaucoup sur la responsabilité individuelle de l'individu. Donc finalement, si on dépouille, d'une certaine manière, si on dépouille les vieilles générations de leur patrimoine, ça peut peut-être leur poser
ça peut être contre-productif, ça peut leur poser des problèmes dans un futur qui n'est pas forcément très lointain. Néanmoins, si on arrive à résoudre ce problème donc, du financement du vieillissement, on peut trouver donc certains arguments qui militent en faveur de la transmission rapide des patrimoines. Le premier, c'est que transférer du capital des vieux vers les jeunes, ça peut être économiquement utile parce que ce qu'on peut montrer, c'est que les jeunes ont une appétence pour le risque qui est plus élevée. Donc ça veut dire que si on s'intéresse, si un des objectifs, on en a parlé tout à l'heure, c'est de diriger l'épargne vers des investissements productifs et de long terme, il vaut mieux que ce soit les jeunes qui épargnent, qui aient le plus d'épargne, qui aient le plus de patrimoine. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'était justement un des arguments qui avait été avancé pour justifier des donations de Sarkozy au milieu des années 2000, c'est qu'on suppose que les jeunes générations sont supposées donc plus consommatrices, plus dispendieuses, et donc ça peut servir donc à soutenir la croissance. Le troisième argument, c'est donc le fait que les jeunes qui sont donc en début de cycle de vie font face à des contraintes de liquidité, donc ils ne peuvent pas forcément accéder comme ils le veulent au marché du crédit, et que donc s'ils disposent d'un patrimoine plus conséquent, ça lèverait en quelque sorte, certaines barrières à l'emprunt. Enfin, le dernier argument, c'est donc l'argument d'inégalité, c'est-à-dire qu'il peut effectivement, on parle beaucoup des inégalités qui s'accroissent entre les générations, entre les jeunes et les vieux, donc il peut être utile et juste pour l'économie de réduire un petit peu ces inégalités entre les générations. Alors c'est dans une étude de Thomas Piketty. Si vous regardez donc les flux de l'héritage par rapport au revenu national, donc si vous étudiez ce rapport entre héritage et revenu national au cours du siècle dernier et même avant, donc on s'aperçoit effectivement qu'il y aurait un retour de l'importance de l'héritage qui aujourd'hui représente à peu près plus de 10% du revenu national. Donc, alors que dans les années 60-80, on était donc à la moitié de ce rapport. Donc il y a un retour, d'une certaine manière, il y a un retour, comme je disais tout à l'heure aussi, il y a un retour à l'héritage. Donc c'est peut-être donc d'une certaine manière à ce qu'on appelle donc une épargne qui est en quelque sorte imméritée. Alors, ça peut être intéressant aussi pour ce qu'on appelle pour réduire le gap intergénérationnel, puisqu'on a constaté que les inégalités, donc comme je disais tout à l'heure, les inégalités entre les générations ont tendance à augmenter. C'est-à-dire que si on regarde du côté des jeunes, eh bien, il y a un retard par rapport aux générations antérieures. Il y a un retard par rapport à un certain nombre de choses, c'est-à-dire on s'aperçoit que les salaires d'embauche sont plus faibles, l'insertion professionnelle est plus difficile, l'insertion familiale est plus difficile, les projets patrimoniaux, notamment l'accès à la propriété, sont retardés, etc. Donc on constate, c'est un constat qui est fait en général, c'est-à-dire que les jeunes générations donc, d'une certaine manière, ont une sorte de retard à l'allumage. Donc c'est ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent ça la Jinx génération, c'est-à-dire littéralement c'est la génération poissarde. Donc voilà, donc ce serait pour effectivement venir en aide à cette génération. Alors c'est vrai qu'un des outils, donc ça c'est dans le troisième aspect donc, de la question qu'on étudie ici, c'est donc savoir comment on peut accélérer les transferts entre générations, et c'est la solution, l'outil qui nous vient immédiatement à l'esprit, c'est donc l'outil fiscal. Mais avant de s'intéresser à cet outil fiscal, la question qui est intéressante, c'est de savoir pourquoi les gens transmettent un patrimoine, puisque la fiscalité ne vient qu'accentuer donc les transferts entre générations. Elle ne peut pas constituer un motif de transmission vis-à-vis des enfants. Alors si on regarde la littérature, effectivement il y a des gens, même si, comme je le disais tout à l'heure, il y a 2/3 des successions qui font l'objet d'une déclaration de succession, il y a des gens qui ne transmettent pas de manière volontaire. Il y a des gens qui accumulent que pour eux-mêmes. Il y a des gens qui n'aiment pas leurs enfants, faut le savoir. Donc ça existe. Et donc, il y a finalement une minorité des gens qui ont un motif de transmission. Donc, on constitue à peu près entre 20 et 30% des gens qui ont un véritable motif de transmission. C'est quoi un motif volontaire de transmission ? C'est le fait que ça rentre comme un motif d'épargne, quoi. C'est-à-dire que vous épargnez pour vos enfants.
Alors si on regarde la littérature, il y a deux grandes motivations qui sont développées. D'un côté, vous avez ce qu'on appelle l'altruisme en économie, hein, c'est-à-dire qu'on cherche à rapprocher les niveaux de vie entre les générations. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'échange, hein, c'est-à-dire que là, le legs, le transfert sert de moyen de paiement pour des services ou l'attention fournie. Alors il y a différents motifs d'échange. Vous pouvez donner à vos enfants, donc comme dans Le Roi Lear de Shakespeare, vous pouvez donner à vos enfants parce que vous voulez être aimé. Il y a l'échange pur, c'est-à-dire vous rétribuez simplement les services rendus pour vos enfants. Luc, il te reste 1 minute pour aboutir à la conclusion. Oui, je vais arriver. Oui, mais c'est bon. Et puis le dernier, c'est les legs assurantiels. Donc c'est-à-dire que vous léguez à vos enfants parce que vous voulez être soigné. Bon, alors je vais passer vite. Donc la question qui est intéressante, c'est est-ce que donc une fois qu'on a parlé des motifs de legs entre générations, est-ce que ces motifs sont sensibles à la fiscalité? La réponse est oui, parce que si vous regardez donc l'évolution des donations, par exemple, c'est la courbe en bleu, la courbe en orange, pardon. Si vous regardez l'évolution des donations donc en fonction du temps, hein, on s'aperçoit que les donations se sont nettement accrues au moment où on les favorisait fiscalement. C'est-à-dire que vous avez un premier pic qui est en 81, c'est-à-dire que les gens ont peur de l'impôt sur les grosses fortunes, donc ils donnent à leurs enfants. Et puis le deuxième pic qui commence à partir de 92 et qui se termine en l'an 2000, c'est donc le fait que les donations de plus de 10 ans ne rentrent pas dans le calcul des successions. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'outil fiscal peut être un argument pour accélérer les transferts entre générations. Alors, dernière chose, oui, est-ce que c'est utile la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que si on transfère du patrimoine aux jeunes générations, est-ce que c'est utile pour eux? Alors, bon, je vais passer sur celui-là. Donc, c'est effectivement, il y a deux effets. Il y a l'effet l'effet incitatif et l'effet inverse qui est l'effet Carnegie, qui est bien connu des économistes, qui est donc finalement un effet désincitatif, c'est-à-dire que plus on donne aux enfants, moins ils font d'efforts pour y arriver dans la vie. Donc voilà, donc de manière un peu plus actuelle, hein, vous avez donc, c'est un débat qui était présent il n'y a pas longtemps, hein, chez Warren Buffett, hein, personne très riche doit laisser suffisamment à ses enfants pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais pas trop pour qu'ils ne fassent rien, donc c'est un peu cette idée-là. Et puis dans le programme de Nicolas Sarkozy, hein, auquel la loi TEPA a répondu, c'est-à-dire que ce qu'il voulait, c'est favoriser les donations. Alors, est-ce que c'est utile aux jeunes générations? Eh bien, ce qu'on a regardé, c'est dans les données de l'enquête patrimoine 2010, on a regardé si, par exemple, la donation aidait les jeunes générations à s'installer, et notamment à créer une entreprise. Donc, je vous passe le détail statistique, mais grosso modo, ce qu'on a mis en évidence, c'est le fait que lorsque vous avez bénéficié de donations, eh bien, vous aviez plus de chances de créer une entreprise. Alors si vous voulez, avant 40 ans par exemple, la probabilité de créer une entreprise est de 21% si vous avez reçu une donation et uniquement de 15% si vous n'avez pas reçu de donation. Et on peut montrer aussi que plus cette donation arrive tôt, c'est-à-dire est précoce, plus l'effet est important. Hein. Donc ça c'est aussi un argument en faveur des donations précoces. Alors comment faut faire? Effectivement, il y a deux... ah oui, c'est fini. Oui, voilà. Et donc, une des solutions, un des outils, c'est quoi? C'est de donc favoriser les donations, donc fiscalement. Mais ça, le problème, c'est que si vous favorisez les donations, il va y avoir des inégalités intragénérationnelles, puisque on s'aperçoit que c'est plutôt les catégories aisées qui font des donations. Mais ce qu'il faut faire simultanément, et c'est qu'on entre en contradiction avec ce que propose Hollande actuellement, c'est donc non pas d'augmenter la fiscalité simultanément sur les donations et les successions, mais uniquement sur les successions et laisser permettre aux gens d'effectuer des donations, et notamment des donations précoces. Voilà. Merci. Maintenant, Stéphane Gallon, alors le point de vue de l'institution. Merci Hélène. Donc, je m'appelle Stéphane Gallon et je dirige le service des études économiques et de la prospective de la Caisse des dépôts.
Et Isabelle Laudier m'a proposé fort aimablement de discuter cette question des transferts intergénérationnels. Et j'ai accepté, bien que la présentation de Luc Arondel et d'André Masson, qui avait été faite dans le cadre de notre séminaire interne, a été assez large et exhaustive. Mais j'ai quand même réussi à trouver des points d'attaque et de débat. Donc je vais vous les exposer en me concentrant, comme Luc l'a fait, sur les transferts intergénérationnels privés, les questions de mobilité du patrimoine. Alors le premier axe de discussion que je voulais évoquer avec vous, c'est la distinction entre les aspects positifs et normatifs de l'économie. Alors, si je commence par les aspects positifs, c'est-à-dire comprendre en fait le comportement des agents économiques, je me suis posé la question, est-ce qu'on comprend vraiment le comportement de donation et de transmission du patrimoine des personnes, notamment âgées ? Alors en fait, ce que je retiens des présentations qui nous ont été faites, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité, notamment internationale, et puis même aux États-Unis, quand on est riche, manifestement, il y a deux écoles, celle qui ne veut pas que les enfants deviennent des parasites gâtés et on ne leur transmet pas le patrimoine, une toute petite partie, puis celle qui au contraire veut transmettre l'intégralité. Donc il y a une grande hétérogénéité. Évidemment, l'économie a également une grande générosité. On a réussi à trouver plein de modèles pour expliquer tous ces comportements. Donc même si la diapo est passée vite, il y a des modèles à 3 générations, des motifs d'altruisme, d'échange, de paternalisme. Donc on arrive à faire des modèles qui permettent d'expliquer cette hétérogénéité. Mais en fait, je reste dubitatif parce qu'il me semble qu'on n'a pas mesuré les vraies préférences des agents, puisqu'il y a quand même le juridique et le fiscal qui interfèrent fortement sur les choix que l'on peut constater. Et donc je ne suis pas sûr que l'on sache vraiment quels seraient les souhaits profonds de la population pour transmettre le patrimoine si on n'était pas contraint par tous ces taux. Alors par exemple en France, les taux quand même très prohibitifs qui frappent les successions vers les neveux ou vers les étrangers puisqu'on atteint 55 ou 60%. Donc ça me semble extrêmement important. Donc du côté positif, je ne suis pas sûr qu'on sache vraiment finalement quels sont les souhaits intrinsèques de la population. Et après, il y a le côté normatif. Est-ce que l'État doit intervenir ? Donc, très clairement, la réponse qui a été apportée par Luc et André, c'est oui, l'État doit intervenir. Mais là aussi, j'ai essayé de montrer quels sont les éléments de débat. Est-ce que ça doit être pour des motifs d'efficacité ou d'équité ? Alors, en termes d'efficacité, on a l'impression que transmettre un patrimoine, finalement, c'est un jeu à somme nulle, puisqu'il y a un patrimoine qui part chez un agent qui arrive chez l'autre. On n'est pas totalement sûr que ça change grand-chose à l'efficacité économique. Alors, on a trouvé des arguments, certains microéconomiques, d'autres macroéconomiques, et je voudrais montrer en quoi ils peuvent être contestables. Les arguments macroéconomiques, il y a par exemple le fait que les jeunes consommeraient plus du patrimoine qui leur est transmis par rapport aux aînés. Alors, Jean-Hervé Lorenzi l'a rappelé, la croissance à long terme, qui est quand même le sujet qui nous intéresse le plus à la Caisse des dépôts, ce sont les gains de productivité. Je ne vois pas trop comment la productivité des facteurs de production va être altérée par des mécanismes de transmission de patrimoine, ou alors peut-être uniquement si ce qu'on transfère, c'est des entreprises et que les héritiers savent mieux les gérer. Bon, peut-être, mais c'est un argument sans doute de second rang. Et puis, il y a des arguments plus microéconomiques où on met en avant effectivement le fait qu'il y a plein de problèmes de liquidité et de financement qui frappent les jeunes générations. Mais alors là, on pourrait se dire que la meilleure manière de résoudre ces problèmes, c'est peut-être d'attaquer directement le fonctionnement des marchés financiers et de la liquidité plutôt que de vouloir jouer avec un instrument indirect qui est la transmission du patrimoine. Par ailleurs, on retrouve parfois des arguments du type il faut que les jeunes soient propriétaires de leur logement. Alors, moi, je fais pas partie de la génération Poissard, je suis passé juste avant, mais effectivement, quand je parle avec des gens un peu plus jeunes, il y a un fort problème d'accession à la propriété, mais peut-être que c'est que conjoncturel. Alors, parce qu'on sait qu'il y a une forte envolée des prix de l'immobilier en France, peut-être que ça va redescendre, et dans ce cas, peut-être qu'il ne faut pas modifier tout notre régime uniquement pour un problème qui ne pourrait être que ponctuel. Alors ça, c'était pour les arguments d'efficacité. Puis il y a les arguments d'équité, alors là, j'y crois nettement plus. Mais ces arguments d'équité, finalement, on peut peut-être les traiter par la fiscalité générale du patrimoine et des revenus. Est-ce qu'on a besoin de faire des mécanismes spécifiques sur la transmission du patrimoine ? Je n'en suis pas totalement convaincu pour le moment. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on ne part pas de zéro en France. Il y a plein de systèmes fiscaux et de juridiques qui contraignent la transmission du patrimoine. Et c'est vrai qu'en tant qu'économiste, quand je regarde ce qui existe, j'ai du mal à comprendre quelle est la logique. Si tant est qu'il y en ait une, je pense qu'il y a eu un empilement de tout un tas de réglementations et de régimes fiscaux. Ce qui est sûr, c'est que taxer à 55% les héritages vers les neveux et 60% pour les étrangers, il n'y a pas de modèle économique, je pense, qui disent que ce sont les taux de taxation optimaux pour la société. Et à mon avis, ce ne sont pas du tout les taux les meilleurs. Donc il est légitime, je pense, de se poser des questions et de vouloir en tout cas réformer ce qui existe malgré tout ce que j'ai dit précédemment. Alors, quand on parle du patrimoine, un des éléments importants à prendre en compte, c'est que, d'après ce que je sais, 80% du patrimoine, en fait, c'est d'immobilier. Et du coup, l'augmentation des volumes transmis, de la valeur de ce qui est transmis, c'est certainement lié à l'envolée qu'on a eu en France des prix de l'immobilier, ce qui renvoie à une de mes remarques précédentes. Et ce qui me semble peut-être le plus intéressant, c'est de réfléchir aux 20% qui restent, qui sont quand même qui relèvent du patrimoine productif. Et là, il y a peut-être davantage de questions à se poser. Alors, l'avis de la Caisse des dépôts, c'est qu'il y a des vrais problèmes sur la transmission du patrimoine productif. Donc, on a notamment une filiale Calium qui fait du capital transmission. Et souvent, on se rend compte qu'il y a des difficultés
difficultés pour transmettre notamment des entreprises familiales. Et là, je pense que les arguments d'efficacité sont peut-être plus importants. Dans ces situations-là, les problèmes sont sans doute beaucoup plus importants. Un autre enseignement qu'on a dans le groupe Caisse des dépôts, c'est que les gens réagissent très fortement à la fiscalité. Et donc, je pense que sur une des diapos que tu as montré, Luc, tu pourras bientôt avoir un joli pic de donations, puisque d'après les informations que nous ont données les notaires la semaine dernière, l'anticipation des mesures du nouveau gouvernement a conduit à un pic extraordinaire de donations jamais vu en juin. Donc, nul doute qu'on dispose là d'un outil pour agir, puisque manifestement, la population réagit vraiment beaucoup. Alors, en conclusion, puisque les recommandations sont quand même essentiellement de nature fiscale, moi j'aime bien revenir à ce qu'on demande à la fiscalité par principe. Alors, les budgétaires qui ont un grand pouvoir actuellement, vu l'état des finances publiques, vont nous dire que ce qu'ils veulent, c'est du rendement. Donc, la fiscalité du patrimoine, ce qui est des transmissions, ce qui les intéresse sans doute, c'est de dégager des recettes budgétaires pour l'État. Alors, si on veut faire ça, il faut taxer une assiette large, non délocalisable, et c'est vrai qu'on se dit que l'immobilier est potentiellement un bon candidat. D'ailleurs, quand on lit les rapports de l'OCDE sur la France, une des recommandations, c'est d'augmenter les impôts fonciers. Donc, je ne sais pas si ça peut rentrer dans une logique d'ensemble du mouvement du patrimoine en France, mais en tout cas, c'est certainement une piste qui va être exploitée. Le deuxième axe qu'on peut demander à la fiscalité, et ça c'est les économistes plutôt qui aiment ça, c'est orienter les comportements. Mais là j'ai du mal à voir où sont les imperfections de marché qui justifieraient qu'on mette en place une fiscalité. Après tout, on peut partir du principe que les gens qui ont du patrimoine sont libres d'en disposer, qui savent ce qui est le mieux pour leurs intérêts et ceux de leurs proches. Et j'aimerais bien savoir où sont les imperfections de marché qui justifieraient que l'État intervienne. Comme je l'ai dit, il y a des arguments microéconomiques et macroéconomiques, mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu contestables. Le troisième argument pour la fiscalité, c'est de faire de la redistribution. Donc, il ne s'agit pas pour l'État de récupérer des sommes pour le budget de l'État, mais juste de rendre la situation plus équitable et acceptable pour la société. Mais du coup, les inégalités de patrimoine entre générations rentrent dans le cadre plus général des inégalités de patrimoine. Et est-ce qu'on ne peut pas régler ça tout simplement avec la fiscalité générale du patrimoine et donc taxer les riches? Ils sont peut-être les plus vieux qui sont les plus riches, mais en tout cas, on ne cible pas spécialement la fiscalité sur une tranche de la population par son âge pour redistribuer éventuellement vers les générations les plus jeunes. Alors, en conclusion de tout ça, moi, il me semble que l'un des problèmes qu'on n'a peut-être pas assez abordé dans le cadre de nos travaux communs, et qui est peut-être celui qu'à l'intérieur du groupe Caisse des dépôts, on sent assez prégnant, c'est cette question quand même de transmission du patrimoine productif, avec notamment en France des entreprises familiales. Et là, on sait qu'il peut y avoir des véritables problèmes, et notamment des reprises qui ne se font pas très bien, ou qui sont avec des pertes de contrôle qui partent vers l'étranger. Et donc ça, c'est peut-être un point je ne pense pas qu'on ait de réponse pour le moment, mais qu'on pourrait essayer d'approfondir dans un deuxième temps. Donc ça conclut ma discussion, et je passe la parole, je pense, à mon voisin qui est à gauche. Donc Charles-François Wolf, François-Charles Wolf. Peut-être que Luc aura aussi des éléments de précision à apporter tout à l'heure. Et juste après, François-Charles. Est-ce qu'il est possible d'envoyer le PowerPoint, s'il vous plaît? Avec un micro. Merci. Bien, donc je vais prendre, je dirais, un peu un point de vue extérieur sur les flux intergénérationnels en me basant essentiellement sur la note qu'a rédigée Luc Arondel, et je vais articuler ma discussion. Alors, ça marche pas. Ok, pardon, excuse-moi. Voilà, ok. Autour de 3 questions. Donc la première question, c'est finalement quelle est l'utilité de ces transferts intergénérationnels, qui est la question totalement sous-jacente à le fait de favoriser la transmission. Dans un deuxième temps, je m'intéresserai très rapidement sur la question de la motivation des parents à donner. Et enfin, je reviendrai sur la question clé qui est derrière finalement un peu les travaux de Luc. Comment est-ce que l'on peut favoriser la transmission en essayant de réfléchir sur le poids de la fiscalité ? Alors, pourquoi s'intéresser tout d'abord aux bénéfices de ces transferts ? Eh bien, la réponse est toute simple. Si jamais en fait on montre que ces bénéfices sont très importants, notamment pour les jeunes générations, alors il est d'autant plus important d'un point de vue social de favoriser la transmission de ces richesses. Et donc, autrement dit, avant même d'essayer de réfléchir sur les outils, il est extrêmement important de réfléchir sur quelles sont les conséquences de ces transferts pour ceux qui en bénéficient, avec des effets à la fois qui peuvent être directs et également indirects. Et je vais prendre en fait 3 illustrations. Donc certains sont directement issus des travaux de Luc, puis d'autres, je vais compléter un peu. Donc le premier effet sur lequel on insiste aujourd'hui beaucoup dans la littérature, c'est sur le logement, en essayant de regarder finalement quelles sont les conséquences des jeunes ménages qui reçoivent des donations. Et une des conséquences très fortes que l'on observe, c'est que les bénéficiaires de transferts, notamment de donations, ont une probabilité beaucoup plus élevée d'être propriétaires, et surtout ils deviennent propriétaires relativement plus rapidement.
Donc ça joue à la fois sur le taux et sur l'échéancier. En fait, il y a beaucoup d'autres effets indirects liés à cette réception de transferts qui ont été bien montrés dans la littérature, notamment le fait que recevoir des transferts financiers de ses parents, ça permet d'influencer la valeur du logement qui est acheté. Celui-ci sera d'autant plus important en termes de montant que l'on a reçu des sommes élevées de ses parents. Ça joue également, et ça c'est extrêmement important, sur l'apport personnel, la façon dont on finance le bien immobilier. Vous voyez, c'est ce que montre ce graphique qui est juste en dessous, alors sur des données un peu anciennes. Mais ce que l'on montre, c'est lorsque l'on se déplace sur l'axe des abscisses, on a en fait un financement qui est de plus en plus sur fonds propres de la part des ménages. Et vous voyez que les ménages qui ont reçu des transferts de leurs propres parents ont une probabilité beaucoup plus élevée que les autres ménages en fait de moins recourir à l'emprunt. Donc ce qui, bien évidemment, allège le coût de l'achat immobilier. Et puis enfin, cette réception de transfert va jouer également sur les consommations hors logement, toujours pareil, toutes choses égales par ailleurs. Donc ça, c'est pour les effets directs qu'on peut arriver à assez bien mesurer. Puis vous avez aussi des effets indirects. Si on y réfléchit, par exemple, vous avez de nombreux travaux américains qui ont montré les effets positifs de l'accès à la propriété pour les ménages, notamment en termes de capital social. Les propriétaires s'investissent relativement plus dans un certain nombre de relations. Et donc tout ça, c'est extrêmement bien. Donc de la même manière, sur la création d'entreprises, donc deuxième thème qui était déjà évoqué dans la discussion, donc on a évidemment des effets directs de la transmission ici des parents. La première, c'est la mise à disposition d'un capital par les parents, donc il va pouvoir évidemment de créer une nouvelle activité, ou bien tout simplement de reprendre une activité à travers la transmission de l'outil de travail. Donc ça, c'est des effets indirects. Puis vous pouvez aussi avoir des effets indirects, alors qui pour le coup sont très mal connus à la fois aussi bien en France que dans la littérature, qui est de réfléchir un peu sur la survie de ces entreprises qui sont créées. Et notamment avec une idée très forte qui est que le montant initial investi, et donc essentiellement ici pour en ce qui nous concerne, qui peut être hérité des parents, va certainement jouer sur la probabilité de survie et sur le développement des entreprises créées. Donc là, ce sont des effets induits qui sont liés à la réception de transferts qui sont extrêmement importants. Enfin, alors puisque Luc avait uniquement axé sa présentation sur des transferts financiers, vous avez également dans les transferts intergénérationnels des flux non financiers qui peuvent avoir des effets extrêmement importants et sur le marché du travail directement. Et donc ça, c'est dans les travaux que j'ai eu l'occasion de faire. On s'est intéressé en fait à la garde des petits-enfants. Et en fait, vous avez un lien très fort entre deux générations qui sont généralement simultanément sur le marché du travail. Et donc notamment lorsque les jeunes adultes ou les jeunes parents plutôt ont la chance d'avoir leurs enfants gardés, eh bien notamment les mères ont une probabilité beaucoup plus grande d'aller sur le marché du travail. Donc là encore, vous avez des effets directs des transferts qui sont reçus. Donc finalement, si on synthétise à ce stade ici, on a une très forte utilité de tous les transferts qui sont reçus pour ceux qui en bénéficient. Et donc effectivement, il va être extrêmement important de réfléchir sur la façon dont on peut favoriser ces transmissions. Alors deuxième temps de ma réflexion, pardon, c'est là, c'est, je dirais un peu essayer de comprendre finalement pourquoi les parents donnent et finalement qu'est-ce que l'on en sait aujourd'hui. Alors comme Luc l'a rappelé, vous avez trois motivations principales qui sont invoquées par les économistes pour expliquer ces comportements de transfert. Donc l'altruisme, l'échange, donc une réciprocité directe qui inclut uniquement deux générations, et une réciprocité dite indirecte dans laquelle vous faites intervenir un tiers dans l'échange. Alors je vais juste mettre en évidence les bienfaits de l'altruisme ici, et pour les économistes, ils sont en fait doubles du point de vue de la dimension de réduction des inégalités. C'est-à-dire que lorsque les parents sont altruistes, ils viennent en fait réduire les inégalités qui existent entre les générations, puisque vous allez avoir des transferts de richesse des générations les plus fortunées vers les générations les moins fortunées. Donc ça, c'est une compensation intergénérationnelle. Et si les ménages sont vraiment altruistes, vous avez un deuxième effet qui est une compensation intragénérationnelle. Autrement dit, les parents vont chercher systématiquement à compenser les inégalités qui peuvent exister entre les différents enfants au sein des fratries. Donc autrement dit, l'altruisme a priori des vertus extrêmement bonnes si l'on a cette idée d'essayer de corriger des inégalités. Et ça, c'est une première facette de l'altruisme. Alors il y a une deuxième facette qui est très intéressante, qui n'a pas été évoquée ici par Luc, c'est finalement cette question du lien un peu avec la dette. Et notamment, vous avez le théorème de Barreau, qui est assez vieux, qui va bientôt avoir 30 ans, qui est encore nommé le principe de l'équivalence ricardienne, qui nous dit en gros qu'il est à peu près équivalent, sous un certain nombre de conditions, d'avoir aujourd'hui une hausse de la dette ou bien une hausse des impôts qui sera requise demain tout simplement pour financer
la dette qui a été émise. Et donc, autrement dit, quand les agents sont altruistes, si jamais on est dans ce scénario, eh bien une relance de l'emprunt, une relance par l'emprunt ne va pas forcément pousser les générations aujourd'hui à consommer davantage, mais elles vont chercher à épargner ici en prévision des hausses d'impôts futurs. Donc ça, c'est un élément extrêmement important à prendre en compte et qui mérite certainement d'être lié au contexte actuel quand on regarde les trajectoires ici de la richesse accumulée par les générations et l'évolution de la dette. Alors si maintenant, excusez-moi, je suis revenu en arrière. Si maintenant on regarde un peu ce que nous disent réellement les données, donc là malheureusement, quand on cherche à essayer de comprendre les comportements en France, eh bien ce que l'on observe, c'est que l'altruisme ne marche généralement jamais, et généralement on est obligé de se tourner vers d'autres motivations pour essayer d'expliquer pourquoi les parents versent de l'argent à leurs enfants. Donc autrement dit, toute cette idée qu'on puisse avoir de la compensation à la fois intergénérationnelle et intragénérationnelle, si on avait de l'altruisme, eh bien ça ne marche pas bien. Et c'est notamment, alors c'est ça qui est un peu embêtant ici, parce que ce sont les montants les plus importants, ça ne marche généralement pas du tout lorsqu'on s'intéresse à des transferts patrimoniaux, donc des transferts de relativement grande ampleur. Et en revanche, si on prend des aides ponctuelles beaucoup plus limitées, notamment à destination d'étudiants ou de populations un peu plus vulnérables, là on voit qu'on a quand même une compensation intergénérationnelle qui marche beaucoup mieux. Alors dans le même temps, il y a quand même un élément qui est assez problématique, je pense, derrière cette motivation des parents, c'est la nature même, comme ça a été rappelé, du patrimoine parental. Autrement dit, le patrimoine des parents est extrêmement peu liquide. L'importance du logement a été rappelée, ceci on l'observe à tous les âges. Et ça, c'est un élément qui est problématique si on veut réfléchir à la transmission de la richesse, parce que par définition, ce que l'on aimerait, c'est des éléments de patrimoine extrêmement liquides pour qu'on puisse les donner très facilement. Alors, deuxième élément d'interrogation autour du patrimoine parental, là encore, ça a été un peu rappelé tout à l'heure, c'est que finalement, on a une sensibilité quand même très forte de la valeur du patrimoine, un certain nombre d'éléments conjoncturels, donc totalement indépendamment ici des circonstances qui affectent les individus. D'un côté, avec les prix du marché immobilier, donc qui peuvent générer ici des phénomènes de bulles et donc accroître de manière très forte le patrimoine seulement de certaines générations. Et puis également pour les actifs à travers les variations des cours boursiers qui peuvent donc fortement réduire les patrimoines. Donc finalement, à ce stade, je dirais un peu la deuxième conclusion, c'est que les parents réagissent finalement assez peu à la situation de leurs enfants dans leur comportement de transfert. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis si on y réfléchit bien en amont, peut-être également dans leur comportement d'accumulation. La façon dont ils constituent leur patrimoine est finalement assez peu compatible avec cette idée de transmettre ici de la richesse à tous les âges. Enfin, dernier temps, ici de ma réflexion, comment favoriser la transmission? Alors ça, Luc l'a évoqué en toute fin de sa conclusion. Donc l'idée qui est un peu avancée par Luc Arondel et André Masson, c'est cette idée d'essayer d'avoir une hausse assez forte et progressive de la taxation des héritages familiaux. Alors je vais essentiellement réfléchir autour des intérêts et inconvénients. Donc les intérêts, on les voit assez immédiatement. Donc mécaniquement, on favorise la redistribution des ressources entre les générations. Donc l'objectif de redistribution inter ici marche très bien. Et puis globalement, puisqu'on redistribue ici de manière plus précoce le patrimoine, a priori les bénéficiaires vont recevoir davantage d'argent à des âges où l'utilité de ces transferts est relativement plus grande. Donc finalement, la mesure, on peut penser qu'elle est assez bonne. Alors maintenant, il y a aussi un certain nombre d'inconvénients derrière ici une telle mesure. Alors, premier inconvénient qui est généralement qui peut être un moyen, à mon avis, pour les parents de se couvrir, c'est que ça peut obliger les parents de faire des choix. Donc rappelez-vous cette idée, il y a d'un côté la compensation intergénérationnelle, de l'autre la compensation intra, autrement dit, vers qui est-ce que je vais diriger mes aides lorsque j'ai plusieurs enfants. Typiquement, l'héritage, c'est une bonne façon d'éviter de faire ce choix. Vous avez essentiellement de l'équirépartition post-mortem, donc en gros, les enfants peuvent se déchirer entre eux, mais là, si vous êtes mort, ça ne vous regarde plus vraiment, c'est au moins un bénéfice. Alors qu'à l'inverse, si jamais vous cherchez à essayer de transmettre le patrimoine de votre vivant, là, vous pouvez générer des inégalités assez fortes, ou bien vous pouvez essayer de corriger les inégalités, mais on sait très bien qu'il existe un coût, notamment psychologique, très fort de pratiquer de l'inéquirépartition. Deuxième inconvénient, finalement, d'une telle proposition, c'est un peu cette idée qu'on peut modifier le motif de transmission des parents et rendre à travers faire en sorte que la donation devienne essentiellement un instrument d'optimisation fiscale,
Bon, à la base, c'est pas forcément l'objectif, je pense, ici pour favoriser la transmission patrimoniale. Troisième inconvénient, à mon avis, c'est la question de l'illiquidité du patrimoine qui n'est absolument pas ici résolue à travers le fait de taxer davantage les héritages. Donc il y a un effet de composition initiale du patrimoine qui demeure. Et puis enfin, mais là c'est sans doute un peu plus trivial, favoriser les donations, c'est très bien, mais ça va quand même conduire à creuser de manière assez forte les inégalités intragénérationnelles, tout simplement parce que ceux qui n'ont rien à donner ne donneront absolument rien. Donc en gros, ceux qui vont recevoir, ce sont des gens qui ont, du point de vue, alors là pour le coup, des circonstances, notamment si on pense à leur trajectoire scolaire, des chances de réussite tout au long de leur vie relativement plus grandes que ceux qui n'en recevront pas. J'ai le temps de finir une dernière diapo ? Non, bah, sinon je m'arrête là. Je peux m'arrêter là. Merci. On va peut-être prendre une série de questions. Donc, pour peut-être Luc aussi va répondre partiellement aux interrogations de Stéphane Gallon. C'est vrai que Luc l'a dit et je pense que François-Charles Wolff l'a répété, il y a un intérêt à favoriser les donations précoces pour accéder à la propriété et pour favoriser aussi la reprise d'entreprise ou l'entrepreneuriat, mais que c'est une réponse peut-être partielle à votre question qui était comment ça impacte la productivité dans un pays qui vieillit. Voilà. Question ? Oui, il y a cette question. C'est des questions ou je réponds ? Tu réponds et on prend les questions ? D'accord, comme tu veux. C'est toi qui es responsable du think tank, donc maintenant... Alors, je vais essayer de répondre aux différentes interrogations assez rapidement, je suppose. Donc, alors, le premier aspect, c'était donc l'aspect normatif des modèles, etc. Donc, effectivement, là, ça a été longuement développé donc, dans les deux interventions. Effectivement, la fiscalité, mais il n'y a pas uniquement la fiscalité, hein, il y a aussi le code civil. Hein, donc, effectivement, il y a une législation assez lourde sur les transmissions. Qui font qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Hein. Donc, vous avez la réserve, vous avez les quotités disponibles. Donc, à la limite, là où s'expriment le plus les motivations, c'est sur ce qu'on appelle la quotité disponible, qu'on peut donner à qui on veut et comme on veut, etc. Et c'est vrai que quand on regarde les faits, les données, eh bien, finalement, il y a assez peu de gens. Il y a assez peu de gens qui font des partages inégalitaires entre les enfants, par exemple. Et en plus, pas forcément pour les motifs qui sont avancés par les économistes. Donc, il y a à peu près 10% des gens qui font des partages inégalitaires, ce qui veut dire que, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est simplement, c'est que lorsqu'il y a un partage inégalitaire, vous pouvez répondre, c'est surtout le fait des donations et non pas des successions. Donc, ce qui aussi militerait un petit peu quand même à un côté normatif, parce que malgré l'échec relatif des explications avancées par les économistes, il y a quand même le fait qu'on s'aperçoit, et là François Charles l'a souligné, c'est qu'on peut mettre quand même en évidence le fait qu'il y a quand même des donations qui interviennent au moment où les gens en ont le plus besoin, mais pas forcément au moment du décès. Donc il y aurait quand même un motif altruiste, entre guillemets, qui ferait que les donations interviendraient au moment où les enfants n'ont plus besoin, ce qui irait un petit peu dans le sens de ce qu'on propose, c'est-à-dire de favoriser les donations. Donc ça répondrait quand même à un motif, donc un motif économique. Alors finalement, en France, il n'y a pas liberté de tester. Aux États-Unis ou dans les pays au Royaume-Uni, il y a liberté de tester, c'est-à-dire vous pouvez donc donner à qui vous voulez, mais on s'aperçoit que finalement, dans les faits, il y a très peu de gens qui utilisent cette liberté de tester. Hein. Donc, même aux États-Unis, je crois qu'il n'y a que 20% des gens qui font des partages inégalitaires aussi. Je pense que les gens veulent un peu, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui n'aiment pas leurs enfants, mais je pense que ceux qui les aiment, ils aiment pas qu'il y ait des conflits de famille. Hein. Donc ils préfèrent partager. Au moment du décès, on fait table rase de tout ce qui s'est passé et on partage de manière identique, hein, le vase pour ma sœur et la voiture pour moi. Alors, sur les aspects positifs, comme disait Anne Gottman, le vase, c'est ma tante. Donc, sur les aspects normatifs, c'est assez intéressant parce que vous avez passé en revue tous les arguments en les nuançant, et c'est vrai que moi j'ai pas fait dans la nuance, hein, mais c'était un peu le but de l'exposé.
Alors effectivement, il y a différentes façons d'intervenir. Hein. Donc il y a toutes les politiques qui se basent, comme je le disais, sur l'individu, c'est-à-dire sur l'activation de l'individu, sur les politiques visant la responsabilité individuelle. Donc ça, c'est un petit peu cette dimension-là qu'on a souligné aujourd'hui. Il y a aussi, alors effectivement, mais il n'y a pas que celle-là. Effectivement, vous disiez tout ce qui est contrainte à l'emprunt, on pourrait faire une législation donc, qui intervient sur les mécanismes de marché, ça d'accord, mais pourquoi c'est pas fait quoi, parce que ça fait quand même longtemps que ça dure. Oui, donc, comme disait l'autre, ça fait longtemps que ça dure, pourtant ça ne fait que commencer. Et il y a aussi tout ce qui concerne l'État, quoi, effectivement. Hein. Il y a aussi l'État qui pourrait intervenir. Donc il y a ces trois dimensions-là, quoi. Donc, alors, j'ai pas trop compris votre argument sur le fait que vous maintenez en cause le fait que faciliter les donations, ça augmenterait la consommation. Donc ça, c'est en termes d'efficacité. C'était l'argument de Nicolas Sarkozy que vous avez cité, oui, voilà, qui était que si on alors, donne aux jeunes, ils allaient pas. davantage consommer. Alors bon, à court terme, c'est peut-être vrai, mais par contre, à long terme, à long terme, c'est l'offre, et donc le potentiel d'offre n'est pas modifié, donc je ne vois pas en quoi ça servait. Ok. Donc ça, d'accord. Alors après, sur l'équité. Alors oui, sur l'équité, donc il y a alors ce qu'on appelle le gap intergénérationnel, donc avec la génération poissarde. Hein. Mais alors vous dites que oui, ça peut être que conjoncturel, oui. Mais les mesures qu'on propose, elles peuvent être aussi que conjoncturelles, quoi. Donc on ne dit pas avec André qu'il faut que ce soit une mesure qui soit éternelle. Hein, je veux dire. C'est-à-dire que ça peut être aussi intervenir aujourd'hui, au moment où il y a quand même des inégalités entre les générations, quoi. Et donc c'est dans ce sens-là que la fiscalité, on peut revenir dessus après. Donc ça pourrait être aussi simplement une mesure qui serait un peu limitée dans le temps. Hein. Et je dire entre d'accord, ça peut peut-être la bulle immobilière va peut-être exploser, mais bon voilà. Donc pour l'instant c'est pas le cas, quoi. Donc hein, pépin la bulle. Et dernière chose, ah oui, alors là ça a été souligné par les deux commentateurs, c'est effectivement il y a le problème de la liquidité du patrimoine. Alors ça, on n'en a pas parlé. C'est vrai. Alors c'est vrai aussi que les donations, c'est surtout le fait des gens aisés, donc ils ne transmettent pas que de l'immobilier aussi. Hein. Donc, mais pour les moins aisés, effectivement, il peut se poser le problème de la liquidation de leur logement. Et là, bon, André va peut-être prendre la parole, mais là, on a aussi proposer des mécanismes qui auraient pour objectif donc de liquéfier ce patrimoine, et notamment des mécanismes de viager. Donc on va peut-être y venir tout à l'heure sur les mécanismes du viager. Donc ça peut être une solution. Alors dernière chose sur la remarque de François Charles concernant donc les inégalités. Oui, c'est vrai que c'est des inégalités, mais si en termes de fiscalité donc on favorise la donation et simultanément, donc, on augmente la taxation sur les héritages, ça peut être une solution pour limiter ces inégalités. Et notamment, toutes les recettes fiscales qui seraient donc supplémentaires, qui seraient issues de l'augmentation des droits de succession, effectivement, elles peuvent être donc utilisées pour réduire ces inégalités au sein d'une même génération. Voilà. On va peut-être prendre une question. André, peut-être la dame au premier rang avant. Oui, j'ai une question qui est peut-être en amont, en fait. C'est-à-dire que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Quelqu'un qui va transmettre son patrimoine, c'est un peu pareil. Encore faut-il qu'il ait eu une motivation à le constituer. Et cette motivation à le constituer, dans quelle mesure il y a l'idée de transmission. C'est-à-dire que on épargne aussi, on se constitue un patrimoine pour le transmettre. Donc, première question, est-ce que ça a été pris en compte d'une façon ou d'une autre dans les modèles ? Et la deuxième question concerne l'âge auquel on hérite. Vous dites qu'on hérite de plus en plus tard parce que les gens vivent plus vieux, mais également maintenant, l'âge auquel les gens ont des enfants est de plus en plus tardif. Donc, est-ce que dans les modèles, c'est pris en compte et est-ce que ça joue ? Voilà. Peut-être on va prendre la deuxième question en même temps, comme ça on pourra rassembler les réponses. Non, pas André. Il y a André dernier juste après. Excusez-moi, désolé. Oui, le professeur Wolf a juste évoqué
les transferts en nature par le biais de la garde des enfants, des seniors vers les jeunes. Mais il n'y a pas que la garde des enfants, il y a des transferts en nature probablement significatifs et qui mériteraient d'être quantifiés. Alors la garde des enfants en est un, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, excusez-moi, le bénévolat est souvent très répandu chez les seniors et par exemple 70% environ des bénévoles des organisations caritatives sont des retraités et ils le font, c'est un transfert en nature au profit des actifs ou des jeunes. Dans la même manière, dans les toutes petites collectivités locales, les agents des petites collectivités locales, enfin les élus des petites collectivités locales sont quasiment des bénévoles et ce sont souvent aussi des retraités qui agissent pour le compte des actifs et des administrés. Il y a même d'ailleurs des transferts intragénérationnels entre les seniors puisque beaucoup d'aides aux personnes en perte d'autonomie sont elles-mêmes des seniors. Ce sont souvent d'ailleurs des femmes qui aident leurs parents très âgés dans cette période difficile. Donc tout ça constitue les transferts. Est-ce que vous avez cherché à les quantifier ou est-ce que vous avez l'intention de les quantifier pour compléter le tableau de ces fameux transferts intergénérationnels ? Peut-être Luc peut répondre sur les motifs de transmission et Charles-François Charles, sur les, je tourne tout le temps. Sur les motifs, bien entendu, ce que j'avais présenté, c'est vrai que le motif de transmission, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément, il n'est pas généralisé dans toute la population, donc effectivement, ça rentre en... C'est-à-dire que la fiscalité, normalement, l'incitation fiscale, elle vient après la motivation, forcément. Hein. C'est-à-dire que là, donc ça jouera... Si vous n'avez pas envie de donner à vos enfants, c'est pas une mesure fiscale qui va faire que vous allez donner davantage. Hein, dans ce qu'on a donné tout à l'heure, c'est-à-dire dans le cas du legs involontaire, le legs accidentel, c'est-à-dire l'épargne que vous accumulez uniquement pour vous, une incitation fiscale sur les donations va pas faire que vous allez donner davantage, même si vous avez des enfants. Quoi. Donc, évidemment, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est pour dire que l'incitation fiscale, elle est en aval et non pas en amont des motivations. Quoi. Donc, elle vient après. Alors, concernant votre deuxième remarque sur oui, on hérite de plus en plus tard, mais c'est de plus en plus tard, mais c'est à 50 ans, quoi. Donc même si vous avez vos enfants plus tard, ce sera un peu pareil, quoi. Donc c'est-à-dire le fait que bon, ça se décale, quoi. Donc on hérite à un moment où on n'en a pas forcément besoin, quoi. Ben voilà, donc c'est dans ce sens-là que accélérer donc la transmission pourrait être plus utile, quoi. Alors ça c'est une autre question, c'est-à-dire est-ce qu'il faut sauter une génération comme un saute-mouton, je sais pas, mais bon. Peut-être François Charles peut peut-être répondre sur la deuxième partie sur tout ce qui est transferts familiaux hors finances. Oui, alors c'est une excellente remarque en fait, hein. C'est-à-dire qu'on a tendance à axer la présentation sur les transferts financiers tout simplement parce qu'ils ont une valeur monétaire directe que l'on sait quantifier. Et les transferts évidemment non monétaires, on a beaucoup plus de mal ici. Alors j'aimerais juste faire deux commentaires. Le premier, c'est qu'en fait il y a une différence fondamentale entre les transferts monétaires et non monétaires, c'est déjà leur sens de circulation. Donc les transferts monétaires pour l'essentiel, privés en tout cas, hein, ils descendent complètement les générations. Alors parfois ils les sautent, mais généralement c'est de génération en génération. Et en gros, les rapports que l'on a sur les transferts, ça va montrer que 90% de la richesse descend les générations, en gros 10% la remonte. Donc sur les transferts en temps, effectivement, là on a des flux qui sont bilatéraux, c'est-à-dire qui à la fois montent et descendent les générations. Donc ce que vous citiez tout à l'heure, hein, le cas de l'aide à la dépendance, c'est tout à fait exact. Ce sont des aides qui peuvent être extrêmement importantes, donc qui vont être apportées par des personnes qui ont entre 50 et 60 ans vers leurs parents très âgés. Et là encore, vous retrouvez des implications très fortes pour le coup en termes de participation sur le marché du travail. Si vous avez des parents très âgés, si vous avez assez peu de moyens, il peut être préférable financièrement de sortir du marché du travail pour s'occuper de ses parents âgés. Bon, alors tout ça, donc ça c'est le premier élément. Effectivement, ces transferts, on les prend en compte, on les étudie, mais évidemment, on est toujours confronté à cette question de la valeur monétaire. Hein. Alors deuxième point maintenant sur la question de la valorisation monétaire, et là je vais venir sur la question du bénévolat. Alors en fait le chercheur, et c'est ça son problème, il est totalement confronté à la qualité des données dont il dispose. Et donc en France, il cherche, oui comme le dit Luc, et sur les questions du bénévolat, je m'étais intéressé en fait il y a 5 ou 6 ans à essayer de quantifier le poids économique du bénévolat sur la base de données très précises que l'on avait dans des enquêtes de l'INSEE. Et ce qu'on
qu'on avait trouvé, en fait, c'était un montant qui était de l'ordre de 1% du produit intérieur brut, donc avec un nombre d'emplois plein temps, en équivalent plein temps, qui était autour de mémoire comme ça, 700 000 ou 800 000. Donc ce sont des flux absolument considérables, mais pour lesquels, malheureusement, on a assez peu ici d'informations statistiques pour pouvoir les quantifier. Donc là, c'est un peu un appel du pied, à mon avis, vers les producteurs de statistiques, pour essayer de nous aider à avoir ces informations et pour après mettre en évidence l'importance de ces flux. Parce qu'actuellement, typiquement, quand on est dans la discussion sur les transferts entre générations, on se dirige de manière assez facile vers les enquêtes patrimoine pour montrer que la richesse descend essentiellement les générations. On a des informations quantifiées, puis pour les transferts en temps, on n'a pas réellement d'équivalent de la même qualité qui nous permettrait de dire voilà, la contrepartie monétaire des flux en temps qui circulent entre les générations représente tel pourcent ici de la richesse. Merci. S'il n'y a plus de questions, on va... André, tu vas... Non, alors pour répondre à certaines questions dans la ligne de Luc, la première chose sur l'altruisme. Alors l'altruisme, c'est important puisque ça fait que vous taxez par l'héritage quelque chose qui relève de la morale familiale. Je me sacrifie pour mes enfants. C'est pour ça qu'en discussion théorique, c'est important. Alors les résultats rappelés par Luc et François Charles, en fait, plus simplement, pour l'éducation, les parents sont altruistes. Pour l'aide, ils le sont moins. Pour la donation, encore un peu moins. Et pour l'héritage, beaucoup moins. Donc on retrouve quand même que la donation est en moyenne plus altruiste que l'héritage. Ce qui joue en faveur du fait qu'elle devrait être moins, avantagée par rapport à l'héritage. Premier point. Et par rapport à Stéphane Gallon, aux États-Unis où il y a liberté de tester, on peut voir justement les préférences des agences exercées. Si elles ne se font pas en matière d'altruisme, c'est qu'il y a une norme familiale qu'on donne la même chose à chaque enfant. Deuxième problème qui est évoqué en particulier par François Charles. Il dit que si on avantage la donation, ça va augmenter les inégalités intragénérationnelles. Hein, c'est ce que tu as dit. Ça les déplace en fait. Oui, oui. Alors, il faut bien comprendre notre dispositif fiscal. Le dispositif fiscal, c'est donner un avantage relatif à la donation. C'est tout. C'est-à-dire qu'on va taxer fortement et progressivement les héritages. Rien n'empêche de taxer davantage aussi les donations. Mais moins que les héritages. Donc, tu as à ce moment-là la panacée, c'est-à-dire que tu diminues à la fois les inégalités intra- et intergénérationnelles. Bon, donc c'est ça sur lequel je voulais insister. Et effectivement, ça peut avoir lieu que pendant un certain temps. Alors sur les autres problèmes, je vais très vite en indiquant qu'une seule chose. On ne peut pas, c'est surtout Stéphane Gallon, on ne peut pas mettre sur le même plan la taxation des héritages et la taxation des autres sources de revenus, capital, etc. Mais le trade-off entre taxer plutôt les héritages ou taxer plutôt la fortune du vivant est un vieux débat qui remonte à Marx et Bakounine. Mais si vous voulez, ce qu'on propose, nous, c'est passer du droit de l'héritage au droit de donner. Droit de donner dans la famille ou droit de donner par le caritatif. Mais pour la France, pour que la France, ce serait un dispositif fiscal qui serait particulièrement judicieux dans le cas de la France, moins que les effets de génération, c'est la concentration du patrimoine au sein des seniors. Et avec un héritage qui intervient tard, qui a tendance à se reproduire. Et c'est en particulier pour n'importe quel libéral, le fait que le patrimoine détenu par les plus âgés, aux mains des plus âgés, c'est plutôt un patrimoine de rente et moins un patrimoine productif. Donc c'est ça l'enjeu. Si dans 20 ans, la France n'a plus le patrimoine concentré aux mains des aînés, alors il faut arrêter notre mesure. Je parlerai 3 minutes de moins sur le viager. D'accord, on passe. On va passer au débat numéro 2. Merci.